Jérusalem. Nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. La vigilance des forces de sécurité israéliennes face à une possible attaque de missiles balistiques iraniens reste maximale. Oui, effectivement, et côté israélien, on explique que désormais l'hypothèse d'une telle attaque a été inclue dans les cas de figure à détailler par les forces de sécurité israéliennes. Israël Tsahal a décidé en particulier de renforcer sa préparation et de rendre plus efficace encore ses systèmes de défense aérien. Des réservistes ont été mobilisés ces dernières semaines à cet effet. Le général Eyal Zamir s'est rendu hier en visite au sein du commandement de la défense passive pour vérifier ses préparatifs. Cependant, on souligne au sein de l'armée israélienne que pour l'instant, les directives de la défense passive n'ont pas de raison d'être modifiées. Et puis à propos de la situation dans la bande de Gaza, Israël refuse d'ouvrir le poste de passage de Rafah. Oui, c'est le cabinet restreint pour la sécurité nationale qui a voté contre une telle réouverture et ce, en dépit du fait qu'il s'agit d'une demande expresse des Américains. Motif avancé, Israël ne rouvrira pas le poste de Rafah tant que la dépouille mortelle de Ran Gvili ne sera pas restituée. Mais l'on estime que ce rejet serait une sorte de réponse israélienne à la décision américaine d'intégrer des ministres turcs et qataris dans le fameux comité exécutif de paix annoncé il y a quelques jours par le président Trump. Et puis en Judée-Samarie, l'année 2025 a été une année relativement encourageante sur le plan sécuritaire. Oui, selon les données rendues publiques hier par l'armée, on a assisté à une diminution massive de 42% dans le nombre d'attentats terroristes commis par des Palestiniens contre la population juive de Judée et de Samarie. Ce serait là le résultat de la politique de main de fer du commandant de la région centre, le général Avi Blut, mené en particulier dans les camps de réfugiés de Naplouse, de Jenin et de Toul-Karem. Par contre, les actes de vandalisme et de violence d'ultranationalistes juifs contre la population palestinienne ont augmenté de 27%, passant de 682 actes en 2024 à 867 en 2025. Selon les experts, la gravité de ces actes aurait également augmenté. Et puis le reste de l'actualité, c'est Benyamin Netanyahou, Daniel, qui s'est exprimé hier à la tribune de la Knesset dans le cadre d'un débat que l'opposition lui a imposé. Oui, au cours de ce discours, le Premier ministre a bien évidemment évoqué le dossier iranien. Il a mis en garde les Iraniens et a affirmé qu'en cas d'attaque de missiles balistiques contre le territoire israélien, la riposte d'Israël sera sans précédent. Si l'Iran nous attaque, nous réagirons avec une force jamais égalée et ensuite l'Iran ne sera plus jamais comme avant. À propos du Conseil de paix de Donald Trump, Netanyahou a reconnu qu'il avait des divergences de vues avec le président américain quant à l'implication de la Turquie et du Qatar dans la reconstruction de la bande de Gaza, mais il a garanti qu'aucun soldat turc ou qatari ne posera les pieds dans la bande de Gaza. Enfin, le Premier ministre s'est exprimé sur la violence dans la société arabe israélienne. C'était d'ailleurs le thème de cette séance de la Knesset hier. Il a qualifié d'organisation terroriste la pègre arabe israélienne et a promis que son gouvernement allait agir en fonction pour tenter de la maîtriser. Et puis on revient maintenant à cette tragédie, cette crèche illégale, 2 bébés qui ont été retrouvés inanimés hier à Jérusalem. Oui, la police enquête toujours sur les circonstances exactes de ce drame au cours duquel donc 2 nourrissons ont péri hier dans le quartier orthodoxe de Romema à Jérusalem. Les 2 nourrissons sont Lia Goloblensk-Benchich, 3 mois, et Aaron Katz, 4 mois. 53 autres bébés ont été blessés et hospitalisés, ce qui signifie qu'il y avait dans cette crèche illégale, installée dans un simple appartement, 55 enfants, dans des conditions sanitaires particulièrement précaires. La police envisage l'option d'un empoisonnement des bébés au monoxyde de carbone, produit par un système d'air conditionné particulièrement chaud. L'autre option est une déshydratation des bébés. Quoi qu'il en soit, la garde à vue de la propriétaire de la crèche et d'une aide devrait être prolongée aujourd'hui par le parquet israélien. Ceci étant, le tribunal a autorisé hier également l'autopsie des corps des 2 bébés. Et la mort de ces 2 enfants a provoqué une onde de choc dans la communauté orthodoxe d'Israël. Oui, les leaders politiques, en particulier Aryeh Deri, leader du parti Chasse, mais également d'autres, ont pointé un doigt accusateur en direction de la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barab-Miara. Ils lui ont reproché d'avoir gelé les subventions destinées aux crèches de la communauté orthodoxe, obligeant donc les parents nécessiteux à inscrire leurs enfants dans des crèches illégales, sans contrôle et donc sans assurance.
Et puis enfin, il y a eu hier soir de violents affrontements à Jérusalem entre manifestants orthodoxes et forces de la police. Oui, des centaines de manifestants ont violemment protesté contre justement l'autopsie des corps des 2 bébés décédés dans la crèche illégale. Ils affirment qu'une telle autopsie va à l'encontre des règles de la Torah. Certains des manifestants ont lancé des pierres sur les policiers. Il y a eu également des manifestations de ce type à Beth Shemesh, Modi'in Illit et Bnei Brak. C'est le rabbin Moshe Steinbourg, l'un des leaders de la Eda Haredit ultra-orthodoxe, qui a appelé ses fidèles à descendre dans les rues et à s'opposer à l'autopsie. Les parents des 2 bébés s'opposent également à l'autopsie et c'est l'association Zaka qui devrait les représenter aujourd'hui devant la Cour suprême à ce sujet. Merci beaucoup Daniel. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 7h30 sur Radio J. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair, mais avec des températures relativement basses, en particulier durant la nuit, avec des possibilités de gel. Les températures prévues aujourd'hui, 10 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 18 degrés à Eilat. Nous sommes en ligne avec le député Chasse Yossi Tayeb. Yossi, shalom, boker tov. Shalom, boker tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons bien entendu sollicité après le drame qui s'est produit hier dans le quartier de Romema à Jérusalem, la mort de ces 2 nourrissons de bébés de 3 et 4 mois qui ont péri. Apparemment, on ne sait pas exactement encore les circonstances exactes de ce drame, mais apparemment de déshydratation ou d'empoisonnement au monoxyde de carbone. La police enquête sur les circonstances exactes de ce qui s'est produit dans cette crèche illégale. Et alors, on rappelle bien entendu que vous avez été pendant plusieurs années, dans le mandat actuel de la Knesset, président de la commission de l'éducation de la Knesset. Et avec vous, je voudrais qu'on essaye de mieux comprendre comment ce drame a-t-il pu se produire. Je suppose que d'abord, vous allez nous faire évoquer votre émotion face à ce drame, bien entendu. Oui, il est clair, Daniel. Je veux d'abord dire une chose très claire. Je pense qu'on est tous profondément bouleversés. On parle quand même de 2 nourrissons qui ont perdu la vie à Jérusalem, comme vous l'avez cité, et plus de 50 enfants qui ont été hospitalisés. Comme vous l'avez cité, bien entendu, une enquête est en cours. Je trouve, je dirais, profondément choqué de devoir m'exprimer dans un contexte pareil. Je pense que rien ne justifie qu'un enfant ne rentre pas vivant de sa crèche. Rien. Et je pense que, comme vous l'avez dit, en tant que président sortant de la commission de l'éducation, mon rôle n'est pas de commenter une enquête judiciaire, mais d'assumer une responsabilité et d'empêcher que ce type de drame ne se reproduise par la suite. Alors, je voudrais qu'on fasse le point avec vous, justement sur les circonstances, pas sur les circonstances, mais sur la situation de ces crèches. C'est une crèche illégale. Il y avait 50 enfants dans cette crèche, dans un appartement, dans le quartier de Romema, dans des conditions, on va dire, d'hygiène et de salubrité précaires. Selon certaines données, il y aurait 1 millier de crèches en Israël qui sont totalement illégales. Il y aurait plus de 200 000 nourrissons qui participent, qui sont dans ces crèches-là illégales, sans assurance, sans garantie. Est-ce que je suppose que c'est un phénomène que l'on trouve dans le monde orthodoxe, mais ça dépasse aussi le monde orthodoxe. Comment on explique une telle situation ? Alors, je vais vous dire... Malheureusement, je n'ai pas attendu que ce drame soit là. J'ai déposé une proposition de loi, une loi qui est le fruit d'un travail de fond et un travail très engagé depuis maintenant plus d'1 an, mené avec la coordination directe avec la conseillère juridique de la commission d'éducation. Si vous voulez, c'est une proposition de loi qui est déjà passé en préliminaire ici à la Knesset, et on a déjà eu 3 séances autour de cette proposition au sein de la commission pour la préparer en vue de la première lecture. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est en plein milieu d'un processus législatif sérieux, structuré, avancé, pour pouvoir faire avancer cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi ? Alors voilà, j'y arrive. Il faut comprendre que ce drame qui s'est passé, comme vous disiez que plus de 250 000
nourrissons sont aujourd'hui dans des structures qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas surveillées par le ministère de l'Éducation. Il faut comprendre que aujourd'hui, la situation est que l'autorité nationale n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les responsables des crèches, c'est-à-dire de l'âge de la naissance jusqu'à 3 ans, sont dispersés sur 3 grands ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail et le ministère des Affaires sociales. Et dans ma proposition de loi, je demande à créer une autorité nationale de la petite enfance dont elle sera dotée de larges prérogatives et elle sera responsable, bien entendu, des budgets de la petite enfance, mais aussi du contrôle de la surveillance des crèches publiques et privées, de la sécurité des enfants. Donc, bien entendu, on parle de normes obligatoires, de ventilation, climatisation effectif, etc. Et bien entendu, de la construction et de l'agrément des structures et la formation et certification et suivi du personnel de la petite enfance. Il faut comprendre qu'on parle d'une seule autorité, une seule chaîne de décision, une seule responsabilité. Aujourd'hui, ce qui se passe malheureusement, c'est que toute crèche avec moins de 7 enfants n'est pas obligée d'avoir un piquoir ou un piquoir minimal par le ministère du Travail. Alors que toute crèche au-delà de 7 enfants, comme cette crèche, malheureusement, qui à Jérusalem, comme vous l'avez dit, est une crèche qui était hors la loi, avait plus de 50 enfants au sein d'une maison. On ne sait pas exactement ce que c'était, une maison, un immeuble, plusieurs appartements. Mais on parle d'une structure qui est hors la loi. Et elle n'est pas connue par le ministère de l'Éducation. Lorsque la grande réforme qui avait été faite en 2021, qui demandait à ce que toutes les crèches passent au ministère de l'Éducation par une vision pédagogique et le suivi et la certification du personnel. Malheureusement, qu'une partie de ces choses-là sont arrivées au ministère de l'Éducation. On en a parlé pendant des dizaines de commissions au sein de la commission de l'Éducation. On parle plus de 250 000 enfants qui sont dans des structures qui ne pourraient être ou ni certifiés, ni avec un suivi en face d'un ministère quelconque, que ce soit le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation. C'est une chose qu'il faut arrêter au plus vite. Alors je vous arrête parce qu'il y a un élément important qu'il faut mentionner, c'est le prix de ces crèches. Les crèches légales, pour tout le monde, tout père de jeunes enfants le sait, et tout parent de jeunes enfants le savent, eh bien, c'est très cher. C'est aux alentours de 2000 à 3000 shekels pour une crèche légale, et tout le monde ne peut pas se le permettre, en particulier, on va dire, dans le monde orthodoxe. Comment on fait pour rabaisser les prix, rabaisser les tarifs et les mettre à un niveau qui peut être atteint par on va dire, l'ensemble des jeunes couples? Je veux dire, Daniel, vous me faites venir sur un point, je pense, qui est aussi important, et je ne pense pas qu'il est la cause de ce qui s'est passé. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, des décisions administratives et juridiques ont pour effet d'exclure, bien entendu, des centaines de familles des crèches publiques et des aides sociales. Ces familles, comme vous l'avez dit, n'ont alors pas souvent plusieurs possibilités, mais qu'une seule option. C'est se tourner vers le privé, parfois, bien entendu, comme on l'a vu, sans encadrement suffisant. C'est pas un choix idéologique. Un parent n'envoie pas son enfant dans une structure comme ça parce qu'elle a envie de le faire. C'est un choix contraint. Et ce drame, malheureusement, est aussi une conséquence indirecte de ces décisions-là. Il faut comprendre que lorsque la conseillère juridique du gouvernement demande à arrêter ces subventions à des milliers d'enfants dont les parents sont obligés et contraints de les envoyer dans des crèches qui ne sont pas en normes, il ne faut pas oublier aussi qu'il est sûrement... on est dans un moment où les parents ne savent pas, lorsqu'ils mettent leurs enfants dans une crèche, oui. Est-ce que cette crèche est reconnue par le ministère de l'Éducation ou n'est pas reconnue. On a aujourd'hui un très grave problème, que ce soit en face
bien entendu dans le monde orthodoxe, mais aussi dans la périphérie. On a des centaines de ganim et de crèches qui ne sont pas reconnus et agréés par le ministère de l'Éducation et sont là sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on a besoin aussi de la déclaration des parents, après une commission sur laquelle des parents de nourrissons étaient venus et avaient justement critiqué le fait que le ministère de l'Éducation ne connaissait pas les chiffres et ne connaissait pas ces institutions qui travaillaient d'une manière pirate. Le ministère de l'Éducation a mis au sein de son site une possibilité que toute personne ou parent puisse déclarer un établissement qui n'est pas en règle, pour que le ministère de l'Éducation puisse venir et faire ce qu'il a à faire avec la loi pour pouvoir fermer et faire ce qu'il faut pour pouvoir... Mais il faut pas oublier énormément de crèches, Daniel. Des fois, ce ne sont pas que des problèmes sécuritaires, c'est aussi le problème que le corps enseignant n'a pas été formé pour travailler au sein de ces crèches. On parle aujourd'hui de plus de 50% du corps enseignant, même dans des institutions qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation, n'ont pas passé de formation pour pouvoir travailler au sein de ces crèches. Alors, ce que vous nous dites, c'est un peu ce qu'a dit hier, en réagissant, on va dire presque instinctivement, votre leader Aryeh Deri, le leader du parti chasse Aryeh Deri, qui a pointé un doigt accusateur en direction de la conseillère juridique du gouvernement, mais ça se rapporte, on va dire, plus spécifiquement dans le monde orthodoxe et les allocations qui sont destinées à l'ensemble du monde orthodoxe. Je voudrais avoir votre réaction justement sur certains éditoriaux qui sont parus dans la presse israélienne de ce matin, qui disent que finalement ce drame aujourd'hui dans le monde orthodoxe fait suite à ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec le jeune Yosef Ezental qui a été fauché par un autobus, qui fait suite au drame de Méron, et qui donne le sentiment que le monde orthodoxe est une sorte d'État dans l'État, qui ne respecte pas les règles de l'État, qui a développé une forme d'autonomie dans l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Je vais vous dire, Daniel, je suis profondément choqué par certaines réactions que j'ai entendues, moi aussi, et vues aujourd'hui, hier, y compris dans les médias, les réseaux sociaux. Je pense que à peine cette tragédie, une tragédie qui a été connue et malheureusement certains se permettent déjà de stigmatiser le public orthodoxe. À mes yeux, c'est inacceptable. Je vais vous dire, Daniel, je veux poser une question simple. Qu'est-ce qui serait passé si ce drame avait concerné une crèche d'enfants clandestins ? Est-ce qu'on aurait été le même ? Est-ce que l'émoi aurait été le même ? Je pense que la vie d'un enfant orthodoxe vaut exactement la vie et la même chose que celle de n'importe quel enfant. Et malheureusement, essayer de stigmatiser un public, peu importe qu'il soit orthodoxe, arabe, clandestin, séfarade ou ashkénaze, religieux ou non religieux. Je pense que lorsqu'on a des tragédies comme celle-ci, on doit tout d'abord attendre les résultats de ce qui s'est passé et comprendre aussi qu'en parallèle à ça, on a un problème national et qui est là. Et tant que la loi ne sera pas rectifiée et on n'aura pas vu une vraie rectification au sein du ministère de l'Éducation, on ne pourra pas éviter malheureusement le prochain drame. Et ça, l'enquête nous le dira, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Mais je peux dire, encore une fois, que lorsqu'on aura un système clair, contrôlé, responsable, en fin de compte, on aura une autorité nationale de la petite enfance. Ça fera réduire d'une manière considérable les risques que nos enfants puissent être touchés et ne puissent malheureusement pas
comme le cas d'hier, revenir chez eux à la maison. Alors, il nous reste vraiment 2 minutes, pas plus. Je voudrais aborder aussi, puisque on voit que vous êtes à la Knesset et que la Knesset va débattre aujourd'hui encore de la loi Bismuth. Je voudrais savoir, vous pensez que cette loi va être votée en seconde et troisième lecture avant le budget de l'État et que, d'une certaine manière, la coalition restera stable? Ou alors, vous avez le sentiment que la coalition ne pourra pas trouver une majorité pour voter cette loi et que l'on se dirigera de manière irréversible vers des élections? Je vais vous dire, je pense que cette loi passera. Je pense qu'un vote en première lecture ne fait pas tomber un gouvernement, et le non-vote de la première lecture, oui, peut faire tomber le gouvernement. Je pense qu'on a des responsabilités sur les épaules. Israël est en période de guerre, et je pense que le leader du parti l'a toujours dit tout au long de ces 3 dernières années, lorsque il y a eu des pressions même au sein du parti de démissionner, de quitter le gouvernement, de quitter la coalition, de faire tomber le gouvernement, de repartir en élection. Je pense qu'Israël a besoin encore un peu de temps pour pouvoir régler les problèmes sécuritaires et pouvoir sortir en élection le plus tard possible. À mon humble avis, Daniel, je pense qu'on votera pour le budget en première lecture. En parallèle, la loi sera votée au sein de la commission de Boaz Bismuth, et on aura donc 60 jours à partir de lundi prochain, pour pouvoir travailler ce budget qui devrait être voté avant le 31 mars. C'est ça, il faut expliquer à nos auditeurs que en première lecture, la loi sur le budget doit être votée 2 mois avant la date limite, c'est-à-dire 2 mois avant le 31 mars, donc ça nous donne encore une petite semaine. Merci beaucoup. Qui nous amène à un vote au budget à la veille de Pessah. Voilà, la veille de Pessah. Merci beaucoup Yossi Taïeb d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier donc sur cette tragédie dans le quartier de Roméma, dans cette crèche illégale. Merci de nous avoir expliqué la problématique effectivement de ce dossier. Bonne journée, bonne continuation, à bientôt Yossi. Merci à vous, à tous vos auditeurs. Nous accueillons Daniel Rouache, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous Daniel ce matin. Évidemment, comment passer à côté? C'est aujourd'hui l'ouverture du forum de Davos en Suisse, et Israël et sa high-tech seront bien présents. Vous parlez d'ailleurs sur votre site Israël Valley, Daniel, d'un succès insolent. Oui, effectivement, le meilleur d'Israël sera à Davos. Ce matin, dans quelques minutes, c'est le World Economic Forum qui débute. Ça va se tenir pendant 5 jours. C'est vraiment un rendez-vous immanquable pour des entreprises et les plus grosses fortunes du monde. Il va y avoir une importante délégation israélienne, les dirigeants de l'UE, les chefs d'État de nombreux pays, dont Emmanuel Macron, des CEO des plus grands groupes internationaux, tout le monde sera là. Il va y avoir 2500 invités. Quand je dis tout le monde sera là, en fait, pour être invité, c'est extrêmement complexe. Il faut payer des sommes énormes. Des entreprises soutiennent ce forum. 2500 invités, 130 pays dont Israël. Tout le monde arrive à peu près à travers l'aéroport de Zurich. Certains viendront de l'aérodrome militaire du Bendorf. 60 chefs d'État, 900 patrons sont attendus. Ça va se tenir toute la semaine jusqu'au 24 janvier. Et Davos va se transformer en petite ville la mieux protégée du monde, puisque l'espace aérien autour de Davos est fermé dans un rayon de 46 km, des avions de combat de l'armée suisse, des restrictions similaires de l'espace aérien. Il faut savoir quand même que le président américain sera là, le président israélien sera là, et Davos va prouver qu'on se trouve dans une nouvelle ère de concurrence géostratégique absolument acharnée. La participation de Yitzhak Herzog, président israélien à ce forum, est réelle. Il va arriver mardi, il va être là mardi et mercredi à Davos. Il va être très très visible, et c'est là où il va vanter les mérites d'Israël. J'ai eu un très discours de Yitzhak Herzog. Il va raconter qu'Israël a gagné 3 places et se classe au 3e rang des économies les plus performantes du monde parmi 36 pays. Il va parler du classement annuel de The Economist qui donne
des succès d'Israël. Il va parler des secteurs technologiques de pointe alimentés par une forte recherche et développement militaire, une main-d'œuvre. Il va parler de biotech, cybersécurité, agriculture, diamants. Et surtout, on va parler de nouveau du gaz naturel. Et vraiment, la qualité numéro un des Israéliens, c'est ce pragmatisme entrepreneurial. Alors, Yitzhak Herzog va aborder la situation à Gaza. Il va y avoir des discussions autour de Gaza, beaucoup de discussions informelles. Il faut savoir que le Qatar, l'Arabie Saoudite seront là. Et effectivement, plusieurs thèmes seront abordés autour d'Israël, des discussions sur Gaza. Il va y avoir une volonté de promouvoir Israël. Israël, contrairement à d'autres pays, n'a pas de stand spécial. En général, les grands pays high-tech et autres ont un stand, mais ça coûte une fortune. Probablement, en 2027, il va y avoir un pavillon israélien. Et une particularité de Davos, c'est que l'élite juive du monde entier est à Davos. Et il y a un fameux repas de Shabbat qui a lieu tous les ans. Donc ce repas de Shabbat, c'est un événement à peine croyable, beaucoup de kippas. Il va y avoir également dans ce repas de Shabbat des non-juifs qui vont participer. Des personnalités juives du monde entier sont là. Il va y avoir une kippa avec l'effigie et le logo de Davos. Vraiment, c'est quelque chose qui rend complètement fou ceux qui n'aiment pas Israël, ceux qui n'aiment pas les Juifs, les antisémites vont se faire un plaisir de dire les Juifs se rassemblent et vont gouverner le monde. Donc voilà, on les laisse parler. D'un autre côté, Israël continue son succès économique, haute technologie, innovation, capital humain qualifié, main-d'œuvre et pragmatisme. C'est un domaine dans lequel Israël se sent à l'aise. On va se retrouver en Suisse. Le modèle israélien, c'est un mélange unique de prouesse technologique, d'investissement humain, d'adaptation stratégique, un véritable plaisir pour ceux qui aiment Israël. Et Israël sera bien là à Davos, en bonne forme. Et ce matin, de manière tout à fait exceptionnelle, c'est un fait divers dramatique qui fait la manchette des grands quotidiens et des sites d'information israéliens. Ce fait divers, c'est la mort de 2 très jeunes enfants, 2 bébés, dans une crèche pirate dans le quartier orthodoxe de Roméma à l'entrée de Jérusalem. Lia Golobentzitz, 3 mois, et Aaron Katz, 6 mois, sont morts hier probablement de déshydratation consécutive à un empoisonnement au monoxyde de carbone. Et 53 autres enfants de cette même crèche illégale ont dû être hospitalisés pour les mêmes raisons. Les responsables de cette crèche ont été interpellés par la police et interrogés. Le Yediot Aharonot consacre la quasi-totalité de sa première page à ce drame et titre « Pikuach Nefesh », ce qui peut signifier en hébreu à la fois « il y a danger de mort », mais aussi « le contrôle des vies ». Et le journal nous montre un sauveteur accouru hier sur place portant un de ses enfants vers une ambulance. Le Israël Hayom titre « Catastrophe dans la crèche à Jérusalem ». Les journaux insistent sur les conditions de vie et d'hygiène intolérables dans cette crèche illégale qui a fonctionné sans autorisation, tenez-vous bien, pendant plus de 30 ans. Mais ce n'est pas tout. À ce drame s'est rajoutée une série de manifestations d'orthodoxes contre l'autopsie des 2 jeunes victimes réclamées par le parquet israélien. Pour permettre de déterminer les causes exactes de la mort, le parquet a en effet réclamé une autopsie, mais les rabbins orthodoxes y sont formellement opposés en raison d'une interdiction de la halakha, de la loi juive à ce sujet. Conséquence, des milliers d'orthodoxes sont descendus dans les rues de Jérusalem et dans d'autres villes religieuses comme Nebrak, Modin Ilit et également Betar Ilit pour exprimer leur opposition à une telle autopsie. Ceci étant, les leaders politiques du monde orthodoxe ont trouvé leurs coupables. Ils désignent la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, qui a gelé les allocations aux crèches orthodoxes en obligeant ainsi les parents nécessiteux à se contenter de crèches illégales et sans assurance pour leurs jeunes enfants. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de ce drame? Dans le Israël Hayom, Merav Sever dresse un constat. Ces 2 morts sont la conséquence de l'attitude d'une communauté orthodoxe qui piétine l'ordre et la loi, comme on l'a vu à Méron il y a quelques années, ou même lors de la mort de Yosef Eisenthal il y a 2 semaines. Ariela Ringel-Hoffman écrit « Dans un pays normal, des bébés de 3 et 6 mois ne meurent pas dans leur crèche d'empoisonnement au monoxyde de carbone. » Elle se demande combien y a-t-il d'autres crèches illégales de ce type en Israël et elle parle de zones extraterritoriales
dans lesquels l'État hébreu ne pénètre pas. Yair Ettinger, le spécialiste du monde orthodoxe de la chaîne publique Cannes 11, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que la communauté orthodoxe israélienne vit sous forme d'autonomie et que cette autonomie peut se transformer parfois en anarchie avec les terribles conséquences que l'on a constatées hier dans cette crèche pirate. Et il pointe un doigt accusateur. Aujourd'hui, nous comprenons au travers du dossier de l'enrôlement à quel point la communauté orthodoxe vit en autarcie, mais nous sommes conscients que cela se reflète aussi dans l'éducation et dans la santé des jeunes enfants orthodoxes en Israël. Dans le Israël Hayom, on se penche aussi ce matin sur la loi sur la conscription des élèves orthodoxes des yeshivot, et le journal titre sans équivoque « La loi Bismuth est une loi qui renferme de nombreuses carences et cela va certainement conduire à son examen par la Cour suprême. Les carences sont les suivantes: rabaissement des quotas d'enrôlement, l'absence de véritables sanctions effectives contre les réfractaires et l'absence de système de contrôle sur l'étude réelle des élèves orthodoxes dans les yeshivot. Le Israël Hayom détaille justement les dossiers qui sont actuellement en litige. Et puis ce matin, dans les pages éditoriales du Yediot Aharonot, on peut lire l'analyse de Ben-Dror Yemini sur l'impact de la loi Bismuth sur l'enrôlement. Pour Ben-Dror Yemini, la situation régionale impose une conclusion. Nous irons à nouveau au combat, peut-être dans 2 jours face à l'Iran, peut-être dans plusieurs années face au Hamas ou au Hezbollah, mais, écrit-il, pour aller au combat, il faut 2 paramètres. Selon lui, des soldats et de la motivation. Or, la loi Bismuth vient nous priver des 2, pas de soldats orthodoxes et une baisse de motivation de la part de ceux qui doivent servir, en particulier dans la réserve, parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de dispense. Et dans ces mêmes pages éditoriales, un réserviste israélien, justement, semble lui répondre à Ben-Dror Yemini: c'est vrai que je peux vous paraître être un pigeon ou un idiot utile, parce que j'accepte à chaque fois de répondre favorablement à l'appel de l'armée. Mais il n'empêche que je suis fier de servir ainsi mon pays, écrit ce matin Oz Ben Nun dans les pages éditoriales du Yediot Aharonot. La manchette du Israël Hayom est consacrée à la première année du mandat du président Trump qui intervient aujourd'hui. Une année au rythme de Trump, titre le Israël Hayom en nous montrant une grande photo du président américain tout souriant. En sous-titre, le journal revient sur les grands instants de cette première année du point de vue d'Israël en particulier, à savoir la libération des otages, de tous les otages vivants, les bombardements américains en Iran en juin dernier et la lutte contre l'antisémitisme. 1 an après son élection, Trump est sans doute le président américain le plus pro-israélien de l'histoire. Et même au-delà d'Israël, Trump est en train de bouleverser l'histoire du monde. Dans le Israël Hayom, les spécialistes analysent les changements tectoniques que Donald Trump provoque dans la région et dans le monde entier. Ariel Kahana explique que les raisons de cette proximité entre Trump et la communauté juive. Il rappelle que Trump a toujours eu des conseillers juifs, comme par exemple David Friedman, l'ex-ambassadeur d'Israël à Jérusalem, l'ex-ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, ou Steve Witkoff. Et même son père, Fred Trump, avait pour meilleur ami le président de la communauté juive des rescapés de la Shoah à Brooklyn. Quant au professeur Avraham Ben-Zvi, il explique que la devise MAGA ne signifie pas pour Trump un repli des États-Unis sur eux-mêmes, mais au contraire la volonté de prouver au monde entier que l'Amérique est grande lorsqu'elle redevient le gendarme du monde, comme Trump l'a récemment prouvé en allant arrêter Maduro et en bombardant l'Iran et en parvenant également à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui a permis la libération de tous les otages. Fin de citation. Et puis enfin ce matin, le Yediot Aharonot fait état d'un phénomène assez intéressant, la course à l'immobilier israélien comme conséquence de l'antisémitisme à travers le monde. Et oui, pour se pencher sur ce développement, il faut aller jusqu'au supplément économique du mardi du Yediot Aharonot, Mamon, qui explique que dans le marché immobilier israélien, on constate une très nette hausse du nombre de biens immobiliers acquis ces 2 dernières années par les Juifs de l'étranger et même par des Israéliens qui vivent aussi à l'étranger. L'explication avancée c'est l'antisémitisme qui effraierait ces Juifs de diaspora et qui les pousserait donc à acheter des biens immobiliers en Israël. Le phénomène est plus marquant dans les communautés juives d'Australie, des États-Unis et de Grande-Bretagne, affirme le Yediot Aharonot ce matin.
Eh bien voilà, il est 8h40 sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eliaou Zini. Rav Eliaou, shalom, boker tov. Boker tov à vous, à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Or Yeshua à Haïfa. Mais on vous a sollicité cette fois-ci, on va dire comme on a fait à plusieurs reprises ces derniers mois, une sorte de porte-parole de votre neveu, même si vous ne l'êtes pas officiellement, bien entendu. Mais je voulais un peu avoir votre réaction par rapport à la polémique autour de son initiative, de sa démarche, la démarche de David Zini, chef du Shin Bet, de prévenir à l'avance, discrètement, des lauréates d'un prix de fonctionnaires du Shin Bet, des femmes qui devaient recevoir de lui une distinction, et de prévenir qu'il n'avait l'habitude, il ne serrait pas la main pour des raisons religieuses. Alors l'affaire, on va dire la cérémonie s'est déroulée, mais finalement ça a été ébruité à l'extérieur et ça fait l'objet d'une polémique. Est-ce que le chef du Shin Bet peut se permettre de ne pas serrer la main de femmes? Alors bien entendu, là, dans ce genre de débat, il y a tous les avis. Je voudrais avoir le vote, votre position, en sachant que il y a des gens qui affirment que c'est tout à fait respectable de la part de David Zini de vouloir respecter ses convictions religieuses et de les prévenir, on va dire, les femmes fonctionnaires du Shin Bet. Et il y a ceux qui disent, voilà, c'est-à-dire le Shin Bet est en train de devenir une organisation à caractère religieux. Qu'est-ce que vous pensez, Rav Zini? Écoutez, je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Oui, vous pouvez peut-être rire, effectivement. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a un premier point qu'il faudrait préciser d'emblée, qui me surprend à nouveau et en permanence depuis que je suis en Israël, et il s'agit de plusieurs dizaines d'années. C'est de voir la quantité fabuleuse d'universitaires, professeurs, des personnes soi-disant cultivées qui sont analphabètes. Profondément analphabètes. J'ai jamais vu ça, surtout pour des gens comme nous qui sont passés par la France, où les universitaires étaient des personnages de standing intellectuel élevé. Quand on voit des gens de niveau aussi bas sur le plan intellectuel dans le monde universitaire, on reste toujours époustouflé. Et j'explique pourquoi. Pour plusieurs points. Le premier est le suivant. Le monde moderne, depuis des dizaines d'années en Israël, on est les premiers à lever cet étendard du postmodernisme, qui confère à tout un chacun le droit de fixer ses propres valeurs, indépendamment de tout contexte social ou autre. Et là, j'arrive pas à comprendre. Les chevaliers de la tolérance, les chevaliers du pluralisme, refusent de reconnaître à tout un chacun la moindre dérogation à leur conception à eux. Et alors là, on se dit, mais on se moque de nous. Si tout un chacun a droit de fixer ses propres valeurs, de quel droit vous vous permettez de critiquer autrui? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui là me fait d'un côté sourire, mais d'un autre côté me révolte, c'est l'antisémitisme israélien. L'antisémitisme essentiellement de la quasi-totalité des moyens de communication. Vous n'en faites pas partie, Baruch Hashem. Mais vous le savez parfaitement, c'est un antisémitisme virulent. Si on avait eu des réactions comme ça en France, on aurait hurlé au scandale. Troisième point. J'ai une fille qui enseigne au Technion. Et comme elle est une excellente enseignante, alors elle a eu plusieurs fois et très souvent, de nombreuses années, un prix pour son enseignement qui lui est délivré dans une cérémonie Klal Technionite par le président du Technion. Et la première fois qu'elle a reçu ça, elle a refusé de tendre la main. Justement, qu'en tant que femme mariée, elle a refusé de tendre la main. Et bon, ça a un petit peu gêné, mais du coup, le Technion a pris une décision très respectable en disant qu'il n'a aucun problème à respecter un comportement pareil qui relève de valeurs juives, mais à une condition, c'est qu'on prévienne les gens qui feront partie de la cérémonie afin qu'il n'y ait pas un malentendu et un malaise, un aspect, une situation un peu désagréable pour quiconque. Et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi on fait un scandale? Vous le savez parfaitement que ça n'a rien à voir avec la
requête de mon neveu. La véritable raison, c'est que tout simplement, ils deviennent tout, par leur antisémitisme, la gauche israélienne est la pire antisémite sur Terre maintenant. Elle ne peut pas supporter un religieux à la tête d'une position nationale importante et délicate. Et si je vous disais, Rav Zinnik, que peut-être, effectivement, on va dire ces courants de gauche, Yair Golan en particulier, mais d'autres également, eh bien, sentent que finalement, il y a un changement qui intervient dans la réalité israélienne, parce que cette affaire-là de votre neveu, ce n'est, on va dire, qu'une des affaires dont on parle. Il y a eu, par exemple, il y a quelques jours, un concert de la brigade de Golani, au cours de laquelle, eh bien, des soldates chanteuses se sont produites. Les soldats, des dizaines de soldats et d'officiers sont sortis de l'aréna à Jérusalem et ils sont allés danser et chanter à l'extérieur. Ça a bien entendu été remarqué, mais l'armée israélienne ne les a pas sanctionnés alors qu'il y a quelques années, l'armée israélienne les aurait sanctionnés. Ça veut dire qu'il y a un changement dans la réalité israélienne, en particulier après la guerre, avec une sorte de retour vers une forme de pratique religieuse, d'identité juive. Mais bien sûr, d'un côté, il y a un changement, mais nous parlons de la même minorité. Le gros problème de ces personnages qui se sont soulevés contre le comportement de mon neveu relève du fait qu'ils étaient par le passé ceux qui dominaient de façon uniquement eux dominaient le pays, et ils voient que la domination est passée à la majorité du peuple qui n'est pas d'accord avec eux. Et c'est ça qui les sort des gonds. Mais permettez-moi de toucher un point, à mon avis, plus important et qui va résoudre, j'espère, pour beaucoup de personnes, le problème. Il y a de cela 2 ou 3 ans, j'ai dû aller me rendre dans un bureau pour résoudre un problème quelconque. Et me reçoit une jeune femme d'environ une trentaine d'années, extrêmement respectable et polie. Quand je rentre, elle me tend la main. Je lui ai dit, excusez-moi, ne vous fâchez pas. Je suis rabbin, je n'ai pas l'habitude de donner la main à une femme. Elle a accepté ça. On s'est assis, on a réglé le problème qu'il fallait régler. Mais en sortant, j'ai bien senti que cette personne croyait que je refusais de lui donner la main parce que pour un mépris pour les femmes ou parce que d'impureté ou des tas de sornettes que leur ingurgent tous les moyens de communication insupportables d'Israël. Alors je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, excusez-moi, permettez-moi, j'ai vu que vous étiez un petit peu surpris de mon refus. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai refusé de vous tendre la main. Et je lui ai dit la chose suivante. Sachez d'abord, je lui ai dit à cette personne, sachez que toucher la main marque un espèce de sentiment et une proximité humaine. Et ce sentiment et proximité humaine vis-à-vis d'une femme, dans la conception juive, on ne lui donne une expression que vis-à-vis de notre propre femme. Pas vis-à-vis d'une autre femme, surtout qui appartient à autrui. On refuse de marquer un sentiment pour une autre femme. Évidemment, tous ces groupes et ces minorités qui crient au scandale, et certains d'entre eux participent à des orgies où on change de couple, et c'est les derniers à nous donner des indications ou se permettre de nous faire une remontrance quant à notre comportement. Ils ont démoli la famille, ils ont démoli le rapport avec la femme. Et maintenant, je rajoute un point. Ce sont, comme je vous ai dit, des analphabètes. Ils ne savent même pas que sur le plan anthropologique, le fait de tendre la main pour saluer quelqu'un relève d'un comportement du Moyen-Âge en Europe. On tendait la main pour bien prouver qu'on venait dans des intentions de paix et qu'on n'a pas un couteau ou un poignard dans les mains. Dans le monde oriental, la façon d'exprimer cette volonté de paix, c'était en s'embrassant, et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'agit le fait de tendre la main vient prouver qu'on ne vient pas en tant qu'ennemi. Alors dans la conception juive et religieuse, en disant juive et religieuse, je dis quelque chose qui est une anomalie à mes yeux.
Il n'y a pas de distinction chez nous entre juifs et religieux. Nous sommes un peuple religieux depuis tout temps. Comme écrit le Rav Kook dans son livre Oroth, nous sommes nés sur base de croyances et de vérité. Toute notre vie et toute notre conception du monde relève d'un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et les sentiments profonds vis-à-vis d'une femme doivent être gardés vis-à-vis de notre propre femme, de nos proches à nous, et pas vis-à-vis de quelqu'un d'autrui. C'est rentrer justement dans son domaine à lui qui n'est pas le nôtre et on n'a pas le droit d'y mettre le pied. Et s'ils avaient cette compréhension, ça, ils comprendraient qu'il ne s'agit pas du tout de mépriser la femme ou de lui dire qu'elle n'a aucune valeur ou impureté ou j'en passe et des meilleurs, des bêtises qu'on leur inculque et qui n'ont aucune base dans la conception juive. Alors on le comprend bien, Rav Eliaou, mais finalement au bout du compte, vous sentez que quelque part aujourd'hui, il y a peut-être plus de tolérance envers, on va dire, le monde religieux, envers ce genre de comportement qu'il y en avait dans la société israélienne il y a 20 ou 30 ou 40 ans, dans l'armée en particulier, parce que c'est un comportement aussi qui a été critiqué dans l'armée israélienne. Daniel, excusez-moi, il y a moins de tolérance. Il n'y a plus d'acceptation, si on peut dire, du comportement religieux parce que cette guerre a rapproché une masse énorme de la population vers le judaïsme. Les gens ont compris en voyant justement la quantité énorme de juifs religieux qui se sont battus pour tout le monde, sans aucune distinction, avec le même amour, avec la même foi. Pour tout le monde, sans distinction, ils ont compris qu'il y avait des gens qui étaient complètement différents de ce qu'on leur avait dit. Et en conséquence, ils ne sont pas plus tolérants. Ils sont devenus plus proches du judaïsme. Mais par contre, ceux qui sont malades intellectuels de la gauche israélienne sont devenus plus virulents et moins tolérants et beaucoup moins pluralistes. Permettez-moi de vous dire que j'enseigne à mes élèves de la yeshiva. Et pas seulement de la yeshiva au Technion si je le faisais, depuis de très nombreuses années. Faites attention à toute personne qui vous parle tolérance ou pluralisme. Le fait qu'elle en parle et qu'elle soulève ce sujet, ça prouve qu'elle n'a rien à voir ni avec tolérance ni pluralisme. Pourquoi ? Celui qui est véritablement tolérant ou pluraliste, il n'a pas besoin d'en parler. Il en donne l'expression et tout le monde le comprend facilement. Eh bien... Et la vérité est donc qu'il y a moins justement de tolérance de la part de ces gens-là parce qu'ils sont persuadés que quelqu'un un jour qui sera religieux va les piétiner. Au contraire, le fait de ne pas donner la main à une femme qui n'est pas la nôtre, c'est un respect qu'on lui confère. On la laisse à sa place et on ne considère qu'elle n'a rien à nous donner et nous on n'a rien à lui prendre. Elle est en elle-même tout ce qu'elle représente. Elle est son monde et pas le nôtre, et vice-versa. Eh bien, on a bien compris ce message. On vous remercie, Rav Eliaou Zini, de nous avoir clarifié un point qu'il faut clarifier de temps en temps. Effectivement, ça fait du bien de l'écouter. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Rav Eliaou. Merci à vous également. Bien que les trois pouvoirs gérant les affaires de l'État aient en principe chacun des compétences particulières et séparées, définies par les lois fondamentales du pays, on assiste en Israël depuis des années, et particulièrement ces derniers mois, à de nombreux empiètements et harcèlements des différentes instances du pouvoir judiciaire sortant totalement de ses prérogatives. Des instances qui interpellent, jugent et mettent sans cesse en question à l'occasion de toute une série d'affaires, de procès, de scandales, parfois fabriqués de toutes pièces, les décisions du pouvoir exécutif, en fait le gouvernement, et celles du pouvoir législatif, la Knesset. Ce qui a généré aujourd'hui une crise institutionnelle sans précédent en Israël. En effet, il ne se passe pas une seule journée sans qu'une à 2 ou même 3 nouvelles affaires ou imbroglio judiciaires suscités par la Cour suprême, le Bagatz en hébreu, le parquet, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara,
ou bien encore les divers services d'enquête de la police, sans que toutes ces institutions ne lâchent en pâture à la presse nationale les contenus épineux de leur série d'accusations, mettant systématiquement en cause la conduite du gouvernement Netanyahou, celle de ses ministres ou bien d'autres personnalités publiques proches du pouvoir de droite. Appliquant à la lettre le fameux mot d'ordre « Akol Shafit », tout est justiciable, forgé par le juge Aaron Barak, le grand inspirateur et théoricien de la révolution constitutionnelle qu'il lança en Israël dans les années 1990-2000, quand il fut longtemps président de la Cour suprême, sainte instance, soit dit entre parenthèses, et il faut le rappeler, jouant le rôle cumulé de Conseil constitutionnel, de Cour de cassation et en même temps de Conseil d'État en France. Le pouvoir judiciaire israélien et ses affidés ne cessent aujourd'hui, en mobilisant la presse mainstream, de mener une guerre d'usure contre le pouvoir exécutif, lequel tire pourtant lui seul sa légitimité des élections, ayant désigné démocratiquement un gouvernement dûment accrédité pour mener les affaires politiques du pays. On a donc assisté au spectacle surréaliste et assez insupportable, voulant que même pendant ces 2 dernières années, où Israël s'est trouvé en guerre sur 7 fronts différents depuis le 7 octobre, en fait la guerre la plus longue de toute l'histoire du pays, ceux qui continuent encore aujourd'hui de défrayer plus que jamais les chroniques de presse et d'obnubiler le débat public, ce sont justement cette litanie de conflits juridiques et de procès dont l'opinion est de plus en plus lassée, ce chœur incessant d'avocats fébriles, si sûrs d'eux-mêmes, et ce cortège de juges au ton péremptoire qui annonnent leurs obscurs arguments pour attiser une guérilla quotidienne contre le pouvoir exécutif. On voit ainsi tous les jours la Cour suprême, la conseillère juridique du gouvernement, Baharav Miara, le parquet et même certains tribunaux accusés considérablement de leur pouvoir pour intervenir de manière incessante dans des dossiers brûlants de sécurité nationale, de stratégie militaire, voire de politique intérieure et même internationale. Autant de questions qui devraient normalement ne relever que de la seule compétence du pouvoir exécutif, donc du gouvernement et du pouvoir législatif, à savoir le Parlement. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples parmi les plus récents de ces intrusions répétées du pouvoir judiciaire israélien au détriment de la fameuse séparation des pouvoirs censée garantir le fonctionnement de toute démocratie, citons, entre autres exemples de cet activisme judiciaire, le refus en pleine guerre de la Cour suprême de valider le limogeage par le gouvernement de l'ex-chef du Shabak, Ronen Bar, qui avait pourtant annoncé qu'il quitterait ses fonctions à la mi-juin 2025. Autre exemple, fait sans précédent que la conseillère juridique du gouvernement, Baharav Miara, ait demandé voilà quelques jours au chef de l'exécutif, Binyamin Netanyahou, de démissionner ni plus ni moins Itamar Ben-Gvir, l'actuel ministre de la Sécurité intérieure, alors qu'aucun acte d'accusation n'a été dressé contre lui. Autre exemple, fait que cette même Baharav Miara ait scandaleusement couvert les agissements pourtant illégaux de la Patsarit, Ifat Tomer Yerushalmi, la procureure et conseillère juridique de Tsahal, dans la sombre affaire des Sde Teman, après que cette dernière ait autorisé la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo pourtant truquée par les propagandistes pro-palestiniens prétendant que les soldats de Tsahal, de l'unité antiterroriste Force 100, auraient violé, entre guillemets, un détenu palestinien membre de la Noukba, ces commandos barbares qui ont attaqué les civils israéliens du pourtour de Gaza au matin du 7 octobre, ce qui a porté une très grave atteinte au renom de Tsahal et d'Israël. Autre exemple probant, le refus réitéré de la Cour suprême de valider la nomination par le ministre de la Justice d'un juge indépendant censé justement enquêter dans cette affaire des Sde Teman. Citons encore plus récemment le gel par la Cour suprême de la récente décision du gouvernement de fermer la station radio de l'armée Galei Tzahal et aussi la disqualification systématique, et ce depuis des années, de toute une série de mesures sécuritaires prises par le gouvernement et même de plusieurs lois votées par la Knesset. Sans parler du récent rebondissement de l'affaire Eli Feldstein à l'occasion d'une interview fleuve sur la chaîne 11 de télévision, après que ce dernier, Feldstein, pourtant semble-t-il assez instable au plan psychologique, ait publiquement accusé Netanyahou d'avoir été au courant de toutes les décisions de son entourage dans l'affaire parallèle du Qatargate, l'argent versé par ce très riche pays arabe allié au Hamas à certains des aides de Netanyahou. Plus grave encore, cette offensive jusque-là sporadique s'est transformée à présent en un assaut continuel des divers acteurs de ce deep state, comparable en fait à une clique élitiste fermée, brandia en hébreu, détenant depuis des décennies
de nombreux postes clés dans l'appareil d'État et dressés ensemble contre le gouvernement de droite, pourtant légitimement porté au pouvoir, comme nous l'avons dit, dans le pays. Et ce phénomène accompagné de débordements hargneux autant qu'injustifiés de toutes ces instances judiciaires qui en arrivent de facto à paralyser le fonctionnement même de l'exécutif et du législatif, notamment avec leurs arguties et leurs polémiques sans fin, aussitôt médiatisées par le quatrième pouvoir, une presse nationale restée encore majoritairement à leur service. Ce qui montrait bien que la prétendue neutralité du pouvoir judiciaire, qui s'autodéfinit toujours comme un arbitre impartial au-dessus de la mêlée sociopolitique, n'est qu'un mythe qui ne trompe plus personne. Surtout en Israël, où les membres les plus zélés de ce pouvoir ont un agenda, comme on dit, une idéologie et des objectifs politiques avoués très minoritaires dans l'opinion, à savoir, entre autres, démettre Netanyahou de son poste de Premier ministre et paralyser son gouvernement. Résultat, ces excès du judiciaire génèrent un chaos institutionnel et politique sans précédent, mais aussi une indigeste cacophonie médiatique, précisément en temps de guerre, une période où la nation devrait s'unir et se concentrer sur ses objectifs de défense stratégique et militaire. Une anarchie profondément pernicieuse et un véritable coup d'État permanent qui ne dit pas son nom, auquel de très très nombreux Israéliens voudraient mettre le holà.